Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, il était question pour la Colombie d'acheter des Rafales. Ça parlait de 16 avions, ça devait être annoncé fin 2022 pour 3 milliards d'euros. Au final, pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé, mais nous avons vu récemment que le Rafale, déjà combat proven, qui a montré sa valeur au combat, est maintenant également capable d'intercepter des go-slow, des passeurs de drogue en petit avion léger. Je suis sûr que vous voyez de quelle actualité on parle. Je vous propose de revenir sur l'interception, ensuite de regarder d'un point de vue opérationnel vraiment les contraintes de ce genre de vol à basse hauteur, basse altitude. Le Rafale n'est pas vraiment fait pour ça quand même à la base. Et ensuite derrière, d'aller un tout petit peu plus loin et vous allez vous rendre compte, nous avons la chance d'avoir du personnel de qualité dans l'armée de l'air et de l'espace, mais également dans l'aéronaval, parce que ce n'est pas forcément un sport de masse que d'intercepter un avion à basse altitude. Et les États-Unis, les Américains, le 23 mars 2022, ont notamment perdu un F-16 estimé à 27 millions de dollars en faisant à l'entraînement une manœuvre assez similaire. Allez, jingle. Alors samedi, il y a 8 jours, en Ardèche, 30 kg de poudre ont été largués depuis un petit PA-28, un petit avion monomoteur léger, et 45 000 € ont été retrouvés dans l'avion, mais également sur le pilote, un Polonais qui est arrivé d'Allemagne, qui a tenté de s'enfuir. Qu'est-ce que l'on sait? Ce que l'on sait, c'est que ce petit PA-28 a décollé de Fribourg en Allemagne et devait se rendre en Espagne. Nous sommes en Europe, il n'y a absolument aucun souci à ça, il faut juste poser un plan de vol. Donc vous posez un plan de vol, vous volez avec votre petit avion en vol à vue, vous avez votre transpondeur allumé, et alors que vous vous déplacez de zone en zone, de pays en pays, il y a des règles à respecter. Et une des règles en France est de ne pas survoler certaines zones, des zones interdites, prohibited, des zones papa avec un P comme prohibited, interdit. Et typiquement, si vous avez une carte allemande et que vous naviguez vers la France avec cette carte allemande, eh bien vous ne voyez pas forcément attention à la centrale, il faut regarder sur la carte française. Et là, vous voyez où il ne faut pas y aller. Toujours est-il, notre PA-28, il est venu tangenter cette centrale nucléaire de Fessenheim, qui est quand même assez dure à éviter, elle est dure à louper, et il a quand même réussi à la tangenter. Du coup, derrière, il y a des échanges radio, et le comportement à la radio de l'équipage, du pilote, a intrigué le CNOA, le Centre national des opérations aériennes, qui a trouvé que c'était suspect et qui a décidé d'envoyer ses yeux dans le ciel, donc soit des hélicoptères, soit des avions de chasse, ça peut être des Mirage 2000, ça peut être du Rafale B ou du Rafale C, et là c'est tombé sur le Rafale C de la permanence opérationnelle qui à ce moment-là était à Istres. Donc nous avons un pilote, un avion, qui est parti d'Istres, qui est monté intercepter le PA-28, qui dans un premier temps l'a observé, ce qu'on appelle shadow, il se met derrière dans son ombre, il essaye de voir ce qui se passe, et après on lui a demandé de se rapprocher pour voir ce qui se passe à bord. Le pilote avait l'air agité, d'après l'interview du pilote, on reviendra dessus, et ensuite, quasi instantanément, il s'est mis à larguer au-dessus de l'Ardèche des paquets. Donc le pilote intercepteur, un chef de patrouille, note les coordonnées, transmet en temps réel ces informations au CNOA qui va faire liaison avec les forces de gendarmerie. Ensuite, son objectif est de garder le visuel et vous avez le PA-28 qui commence à essayer de manœuvrer, descendre, voler à basse vitesse pour essayer tout simplement de semer le Rafale, non pas par ses capacités d'accélération, mais par ses capacités justement à voler doucement. Voilà, le pilote de Rafale essaie de contacter le pilote du PA-28 sur la fréquence de détresse, sur 121.5, qui est une fréquence qui est normalement écoutée par tout le monde. Pas de réponse de ce côté-là. Et plusieurs fois, le pilote de Rafale arrive à venir se porter à la hauteur du pilote de PA-28 pour essayer de lui dire « suis-moi », mais il essaie de s'enfuir. Finalement, il arrive à établir un peu le contact visuel avec, donc un rassemblement, c'est quand vous venez à côté. Il arrive à lui montrer qu'il veut la raisonner et qu'il va falloir qu'il le suive. Donc là, ils prennent le cap sur le terrain de Valence, donc vers le sud. Et là, encore une fois, le pilote de PA-28 essaye de se dérober et décide de se poser sur le terrain d'Aubenas qu'il voit passer juste en dessous. Donc il se pose sur le terrain d'Aubenas, il va au parking aéroclub et là, il quitte son avion, qu'il l'abandonne sur place et il sera récupéré par le GIGN plus tard dans la journée. Pendant ce temps-là,
Le pilote de Rafale, il reste vertical de terrain, il prévient le terrain qu'il y a un avion qui se pose, qu'il faut essayer d'arrêter. Et ensuite, pendant à peu près 25 minutes, 30 minutes, il va tourner au-dessus du terrain. Il va essayer de le suivre visuellement, le pilote, il va réussir à regarder le visuel pendant à peu près 5 minutes. Et après, derrière, il va plutôt rester au-dessus, prêt à intervenir si besoin, avant d'arriver au pétrole qui l'amène à rentrer au terrain d'où il est parti. Au final, cette interception, d'un point de vue aéronautique, elle a quand même duré une vingtaine de minutes, plus la petite demi-heure d'attente au-dessus du terrain d'Obna avant le retour. Donc ça fait un vol plus qu'original pour notre pilote de la permanence opérationnelle. Juste avant d'entrer dans les spécificités et les difficultés de ce type de vol, eh bien, je voudrais préciser que le pilote, dont le nom est sorti dans la presse, que vous pouvez voir là, mais nous on a décidé de le flouter. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de le flouter? Tout simplement parce qu'il est pilote en unité d'active. En plus, on peut connaître son unité en voyant ses patchs, donc sa base, donc grosso modo là où il vit. Et c'est un ancien pilote de la patrouille de France. Donc son CV aéronautique est connu, j'ai envie de dire. Donc on va pouvoir en parler rapidement. Et ça ne pouvait pas tomber sur quelqu'un avec on va dire un meilleur cursus dans l'armée de l'air, puisque c'est un spécialiste de l'AER. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est rentré dans l'armée au début des années 2000 et ensuite derrière qui s'est spécialisé dans la défense aérienne sur Mirage 2000-5. Donc c'est parmi les rares unités de l'armée de l'air qui sont encore monomission, ils font que ça, de l'interception, de la permanence opérationnelle, du combat aérien. Après derrière il est passé sur Rafale biplace à Saint-Dizier avant d'être reçu à la patrouille de France. Donc je vous rappelle, pour entrer dans la PAF, il faut au moins 1500 heures de vol et être chef de patrouille, notre plus haute qualification chez les pilotes. Et ensuite derrière il a été réinjecté dans cursus opérationnel sur Rafale monoplace ce coup-ci, et c'est dans ce cadre-là qu'il armait, comme on dit, la permanence opérationnelle. C'est donc un pilote avec beaucoup d'expérience, plutôt dans la fin de sa carrière qu'au début, et qui est instructeur et chef de patrouille depuis de nombreuses années, donc quelqu'un de très expérimenté. Alors juste pour parler rapidement de l'avion, le PA-28. Alors le PA-28, c'est un design des années 60, ça fait à peu près 150, 160 chevaux en fonction des versions. Vous êtes sur des masses aux alentours des 900 kg, 1 tonne, ça peut voler 6 heures à peu près 100 nœuds, 180 km/h. Et il y a eu dans l'histoire des PA-28 eh bien, plusieurs accidents très médiatisés. Le premier, c'est en 1969, un PA-28 qui est rentré en collision avec un DC-9 au-dessus de l'Indiana. Il y a eu 83 morts ce jour-là quand même. Et un autre accident très connu en 1986, où encore une fois avec un DC-9, il y a eu abordage et des morts au sol, 17 morts au sol, en plus des morts dans les avions. Et c'est suite à cet accident qu'il a été décidé de mettre en place les systèmes de TICAS dans les avions. Donc s'il y a du TICAS, système automatique pour s'éviter les uns les autres en avion de ligne, c'est à cause ou grâce à cet accident avec un PA-28. Plus proche de nous quand même, en 2010, un PA-28 a été utilisé pour faire un attentat, une attaque suicide contre l'IRS. L'IRS, c'est en gros le service des impôts américains, où un pilote s'est précipité avec son avion sur les bâtiments de l'IRS et a tué une personne au sol. Toujours est-il, 32 778 PA-28 ont été fabriqués. Juste avant de rentrer vraiment dans les détails opérationnels, si vous posez la question pourquoi est-ce que c'est un Rafale qui fait de l'anti-drogue, là c'est un petit peu par hasard quand même, il faut être franc. Mais normalement, eh bien, vous avez les douaniers. Et les douaniers, ils ont des aéronefs en France. Donc vous avez toute une dimension aérienne aux douanes. Vous avez des EC-135, ils en auraient 5, il y a des AS-355 également. Mais surtout, moi à l'époque, j'avais eu la chance d'intercepter des Reims F406, j'ai des photos sympas en interception de F406, qui ont été remplacés maintenant par cette Super King Air 350, qui avait un petit peu fait scandale à l'époque pour des raisons de gestion de flotte, mais bon, c'est l'histoire ancienne. Mais donc maintenant, vous avez des Super King Air 350, et également aux Antilles, vous devriez avoir de la location de H160 pour les douanes. Donc les douanes disposent de leurs propres aéronefs, qui sont plutôt là pour faire de la surveillance, ou de l'identification, ou de l'appui lors d'opérations conjointes. Allez, la course poursuite. Donc quand vous faites une interception comme ça à basse vitesse, il y a différentes choses à garder en tête en permanence. En numéro 1, c'est la sécurité. Et ça, il est très important de se raligner le cerveau à la sécurité dans ce genre de moment. Mais sécurité, pourquoi? La sécurité dit comme ça ne veut rien dire. Quand vous conduisez votre voiture, vous êtes censé conduire en toute sécurité. Mais est-ce que quand vous mettez derrière le volant, vous vous posez la question, comment est-ce que je peux faire en sorte de conduire de manière sécuritaire aujourd'hui? Ou est-ce que vous vous préactivez mentalement à quelque chose de très simple, comme par exemple, aujourd'hui personne ne meurt? J'en doute. Et bien en fait, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'aviation. Donc c'est vraiment être très concret. Donc, la sécurité pour soi, la sécurité pour les gens au sol qui n'ont rien demandé, et la sécurité pour l'autre aéronef. À partir de là, la sécurité pour soi en tant que pilote intercepteur, ça passe par trajectoire, les obstacles et votre vitesse.
il y a des vitesses minimum à respecter dans le cadre de la réglementation aérienne et de l'utilisation des aéronefs d'État. Il faut faire attention à ça parce qu'à basse vitesse, la vitesse c'est la vie, c'est des options. Si vous perdez, vous tapez des oiseaux, vous perdez un moteur ou deux moteurs. Si vous êtes très lent, très bas, il n'y a pas trop de portes de sortie, on a déjà parlé sur la chaîne. Donc la vitesse c'est important, ça vous donne des options, ça vous achète du temps en cas de souci. Ensuite, vous avez le rayon de virage, forcément qui peut avoir un impact, la hauteur de survol et, important pour l'autre aéronef, votre souffle. Un avion vole comme ça, vous passez avec un Rafale juste devant. On a vu par exemple les Chinois faire ça sur des avions de renseignement américains. Quand on est entre gros aéronefs en altitude, ça va. Un Rafale post-combustion qui passe juste devant un petit avion léger, c'est pas du tout une situation d'avenir pour le petit avion léger. Donc il faut faire très attention à la traînée, très attention au souffle que l'on a derrière soi. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui tue Goose dans Top Gun. Donc en 1, la sécurité, avoir conscience de sa propre sécurité, mais également de notre impact sur ce qui se passe autour de nous. En 2, côté opérationnel. Vous faites cette interception, vous n'allez pas pouvoir l'arrêter physiquement. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre objectif? C'est garder le visuel et ensuite garder la liaison radio avec le CNOA. Donc pour ce faire, si vous êtes à basse altitude dans le relief, ça peut être compliqué. Donc il va falloir en permanence pouvoir rendre compte à l'état-major pour qu'il puisse prendre les mesures appropriées. Donc vous devez garder le visuel avec votre cible, toujours savoir où elle est, et en même temps pouvoir rendre compte avec vos postes radio. On n'a pas encore de satellitaire sur Rafale, donc pouvoir être en portée pour pouvoir remonter les informations à votre chaîne de commandement. Ça, c'est important. Ensuite, en 3, c'est la conscience de la situation à moyen et long terme. Donc en tant que pilote, votre objectif, c'est pas juste de faire interception, de garder le visuel, de rendre compte sans tuer personne, c'est également de réussir intellectuellement, on est commandant de bord, chef de mission, à se projeter sur le moyen et long terme. L'anticipation. Le moyen et long terme dans ce cas-là, c'est quoi? Ça va être les dangers futurs, les zones vers lesquelles on va, donc les zones aériennes, s'assurer que c'est pris en compte et pas qu'on a prévenu qu'un avion qui ne répond pas est intercepté, est en train de se rapprocher d'une zone, donc faire écarter le trafic. C'est le rôle du contrôleur aérien. Mais il faut être proactif en tant que pilote. Et également, toute cette notion de gestion de pétrole. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes dans votre avion qui savez votre quantité de pétrole, la quantité de pétrole qu'il vous faut pour rentrer au terrain avec le pétrole minimum, la remontée, toutes ces choses-là. Et donc, vous savez votre playtime. Le playtime, c'est le temps pour jouer, on appelle ça comme ça, sur place. Votre temps de stay, votre temps opérationnel sur zone. Et donc, il y a d'autres permanences opérationnelles, il peut y avoir d'autres avions. Si vous prévenez le chef du CNOA 3 minutes avant que vous avez plus de pétrole, et peut-être que vous avez consommer beaucoup de pétrole pour venir rapidement intercepter le PA-28, il ne va pas pouvoir maintenir une permanence d'aéronef à côté du PA-28. Et là, je parle de PA-28, mais ça peut être autre chose. Donc, il faut anticiper, faire vos calculs en permanence, les faire évoluer en fonction de la situation et savoir anticiper et donner de la marge à la chaîne décisionnaire pour qu'il puisse en permanence prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'est le point important. Ensuite, vous, d'un point de vue pratico-pratique, en tant que pilote contre un slow mover, un avion qui va doucement, déjà, je voudrais préciser qu'il existe des hélicoptères pour faire de la permanence opérationnelle, ce qu'on appelle la PPS, posture permanente de sécurité. Des hélicoptères avec des snipers, des tireurs d'élite peuvent le faire. Ensuite, eh bien, vous allez soit faire de la basse vitesse à côté, ce qui n'est pas forcément le plus simple et le plus safe pour votre avion, mais ce qui vous permet dans certaines phases de faire des signaux, donc ce qui va être nécessaire peut-être à certains moments. Et sinon, vous faites des hippodromes. Le fait de faire un hippodrome, ça vous permet de maintenir une vitesse plus tactique, ça permet à votre avion de moins consommer, d'être plus à l'aise, à vous également d'avoir moins de charge de travail en termes de pilotage, et vous faites des hippodromes comme ça, il faut juste bien garder le visuel en permanence, et bien racquérir le visuel, donc vous pouvez vous étager, vous déconflicter en altitude par rapport à l'altitude que maintient le PA-28, alors c'est plus difficile s'il n'est pas coopératif, et sinon vous pouvez faire des S derrière également, attention aux S en aviation, ça peut amener au décrochage, sur Rafale c'est un peu différent, mais donc vous pouvez essayer tout simplement de minimiser votre avancée dans le plan comme ça. Donc on peut faire des S, ou on peut faire des hippodromes, ou on peut faire même des sortes de 8. Donc tout ça c'est réfléchi, on s'y entraîne à l'entraînement, et ce n'est pas si facile. Pourquoi c'est pas si facile? Eh bien, comme je vous disais en ouverture, le 23 mars 2022, il y a 2 avions de l'Air National Guard, de la 138e Fighter Wing d'Oklahoma, l'Air National Guard de l'Oklahoma, qui décollent de Huntington Field au Texas, et là, ils décident de l'intercepter sans le dire à personne, un aéronef qui est dans le stack, qui est dans l'attente de Beauregard Regional Airport.
et ils demandent rien à personne, ils vont se mettre en patrouille serrée à côté, l'un après l'autre, pour lire son immatriculation. En faisant ça, ils viennent s'avancer à quelques dizaines de mètres de l'aéronef, sans avoir prévenu le contrôle aérien civil, sans avoir prévenu l'avion. Donc là, on est dans violation de la réglementation de l'Air Force pour ce type d'interception. On est en violation de réglementation de l'Air Force également pour la distance où il se rapproche. Et pour en rajouter encore un petit peu, le pilote de l'Air National Guard qui est à côté, qui est équipier, il veut toucher ses volets. Et au lieu de toucher l'alternate flap setting, ce qu'il fait, donc c'est sur la banquette gauche, il va passer ses commandes de vol en digital backup. Donc pour faire très simple, c'est pas du tout le bon bouton et ça change la loi et la logique des commandes de vol. Donc ces commandes de vol qui étaient gérées par de l'informatique avec une certaine loi de pilotage et les volets sortis, eh bien là rentre les volets automatiquement, la sensation au niveau du manche change complètement et du coup l'avion s'enfonce. L'avion s'enfonce, le pilote ne comprend pas pourquoi, il décide de s'éjecter. 4 secondes après avoir touché à ce bouton, l'avion va s'écraser, heureusement ne tue personne au sol, et là l'enquête montre que c'est 100% du facteur humain et 100% de la faute, faute étant une transgression volontaire, une violation volontaire, donc ils savaient qu'ils n'étaient pas censés faire ça, ils l'ont quand même fait, interception non autorisée, rapprochement trop fort, et en plus derrière, mauvaise utilisation de leur vecteur. Mais tout ça, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que faire de la basse altitude en chasseur à basse vitesse, à côté d'un petit avion léger, ce n'est pas un sport de masse, et vous pouvez facilement, par manque d'entraînement, vous faire avoir. Donc ce qu'on peut retenir de cette interception, de ce fait d'actualité, c'est les différents points de retour d'expérience suivants. Point numéro 1. Le Rafale est un avion omni-rôle. C'est une excellente chose, ça veut donc dire qu'on peut faire de l'attaque au sol, on peut faire de l'anti-navire, on peut faire de l'RR, on peut faire une multitude de missions avec ce magnifique aéronef. Et néanmoins, il doit être préparé et équipé pour la mission spécifique à chaque fois. Ça veut donc dire que un Rafale, vous devez en amont savoir quel type de mission vous voulez faire, vous allez mettre ce qui va bien sous les ailes. Si vous voulez faire de l'RR, vous mettez les missiles, vous mettez également des bidons supersoniques et vous avez un truc qui peut faire du Mach 1.8, tirer des missiles, c'est génial. Si maintenant vous voulez faire de l'air-sol, vous mettez des gros réservoirs, vous avez beaucoup de pétrole parce que vous avez beaucoup plus consommé, vous mettez les 2 tribombes, vous pouvez prendre 6 bombes si vous voulez, quelques missiles RR également, et vous allez mettre un pod. Ce pod, il va vous permettre de bien voir au sol, de désigner, de tirer. On a des nouveaux pods qui arrivent qui sont très efficaces. Maintenant, si vous faites une mission de défense aérienne, de posture permanente de sécurité, on vous met une configuration RR. Or là, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui va au sol et vous commencez en RR et vous voulez continuer un petit peu en hélicoptère de reconnaissance en tracking. Chose que sait faire le Rafale s'il a le pod. Or là, vous n'aviez pas le pod. Et donc, pourquoi est-ce que notre pilote très expérimenté, il a perdu au bout de 5 minutes de visuel sur le personnel qui allait se cacher dans les kékés? Eh bien, parce qu'il n'avait pas ce pod. Et donc, ça nous montre quand même c'est la voie vers laquelle aller pour les futures générations d'avions de chasse. Et c'est une voie, par exemple, que le F-35, et je ne suis pas là pour leur jeter des fleurs, c'est pas du tout l'idée, mais ils ont intégré leur pod à l'intérieur de l'avion. Comme ça, en termes de multirôle, vous pouvez changer de casquette en permanence de manière un peu plus flexible. Et donc ça, c'est ce vers quoi il faudrait aller peut-être pour les prochaines versions du Rafale ou les prochains avions de chasse, c'est avoir cette capacité d'avoir ces super senseurs en interne dans l'avion par tout temps. Vous allez me dire, il existe l'OSF, qui est une sorte de système, une sorte de caméra. Sur certaines versions du Rafale, nous avons effectivement l'OSF. Moi, je l'avais utilisé quand on avait assisté des marins qui coulaient. C'est possible, mais c'est quand même pas évident pour faire ce genre de mission parce que l'OSF est situé à l'avant du nez sur la hauteur. C'est plutôt pensé pour l'RR. Donc le premier point, c'est ça. Omni-rôle ne veut pas dire que vous pouvez tout faire en permanence. Veut dire, eh bien, soit vous avez plusieurs avions équipés de manière différente. Mais voilà, donc ça, c'est un petit point intéressant. En deux, la PPS, posture permanente de sécurité, envoie un aéronef, un seul. Ils peuvent, si besoin, en envoyer plus. Mais là, on voit qu'un avion suffit à faire le job. D'habitude, au combat, on part toujours au minimum par 2. Mais là, on voit bien que pour minimiser les moyens, pour garder une capacité de monter en puissance s'il faut derrière, le fait d'envoyer un avion avec un pilote compétent permet sans aucun souci de gérer pendant 20 minutes un avion non coopératif. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est validé, c'est proven, on le savait déjà, mais ça permet de le rappeler en grand public. Ensuite, derrière, petit rétexte juridique. On a vu certaines chaînes nationales s'étonner qu'un avion puisse décoller d'Allemagne pour aller en Espagne sans passer par un contrôle de douane. Ça s'appelle l'Europe. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de rentrer dans le détail ou de faire un reportage là-dessus. Vous pouvez le faire en voiture, vous pouvez le faire en avion. Encore une fois, poser un plan de vol, ça ne pose pas de souci.
Maintenant, petit point intéressant, est-ce que le même avion de nuit avec son transpondeur éteint aurait été détecté, aurait été embêté de la même manière, ou même s'il avait fait ce vol de nuit, est-ce que l'interception a pu se faire de manière aussi aisée? Je ne me prononcerai pas sur le sujet. En définitive, ce qu'on peut retenir de ce fait d'actualité, eh bien, c'est qu'il faut vendre des Rafales à la Colombie. Hein, c'était drôle. Bon, d'accord, je continue. C'est tout simplement que notre boucle de commandement et d'interception, elle fonctionne très bien, quelle que soit la taille de l'avion à intercepter, qu'on a du bon matériel, qu'il fonctionne, qu'on a du bon personnel dedans, et que la coordination, même si elle prend beaucoup de moyens, est efficace et fonctionne. Donc j'ai envie de dire, c'est du positif, c'est une bonne chose, et c'est d'ailleurs pour ça que l'armée a communiqué dessus. Petit bémol sur la communication des armées, personnellement, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je ne comprends pas l'intérêt de donner les visages de pilotes en unité opérationnelle. Je comprends tout à fait pour des ambassadeurs de l'armée de l'air, je comprends tout à fait que ça fasse de la bonne communication, mais pourquoi pas juste donner de la voix à la radio ou de la voix off sur ce genre de débriefing à chaud d'actualité, à un moment où il est extrêmement facile par des recherches de visage ou autres, de retracer même toute la vie d'une personne, je ne comprends pas du tout l'intérêt de communiquer sur les visages. C'est pour ça que sur notre chaîne, eh bien, nous floutons son visage. Voilà, je dis ça, je dis rien. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière pour des policiers, avec les adresses qui sortent, ce genre de détails. Il faut toujours penser à la sauvegarde, à la préservation du potentiel humain de nos armées. Et je pense qu'on a tous, dans les médias, une responsabilité également pour la protection du personnel qui nous protège. Pour finir, le Rafale, après avoir été combat proven, et maintenant go slow proven. Je ne sais pas si ce concept de transporter de la drogue à coût de 30 kg sur des PA-28 est une situation d'avenir pour les cartels, mais je pense que là, ils se sont prouvés que le ratio, volume transporté, prise de risque, en tout cas, eh bien, n'était pas une bonne chose, surtout si vous préparez mal votre navigation et que vous allez survoler une centrale nucléaire. Donc ne survolez pas de centrale nucléaire, sauf si vous voulez voir un Rafale vous intercepter et du GIGN vous choper à l'arrivée, ce qui est clairement pas une situation d'avenir. Allez, fly safe.